Bienvenue au deuxième épisode du Popcorn de l'Infini. Vous avez toujours vos co-animateurs Alexandre Leclerc et David Mercier. Comment ça va, David? Ça va quand même bien. Super. Ouais, on est un petit peu dans le rush dans cet enregistrement-là, mais ça ne fait rien parce qu'aujourd'hui, on parle d'un bon film, à notre surprise. C'est un bon film. Je m'attendais vraiment à un navet. Ouais. Je sais pas, je l'avais jamais écouté. Moi, tu l'avais-tu écouté avant? Je l'avais vu, puis pour vrai, tu sais, j'en gardais pas beaucoup de souvenirs, mais en regardant des scènes, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai », puis là, il y a ça qui va se passer après, puis il y a ça, puis tu sais, je sais pas, tu sais, mes mémoires sont floues. Il y a certaines scènes que je pensais qui étaient là-dedans, finalement, qui sont peut-être dans le 2 ou dans le 3, mais j'avais en mémoire des humains dans des poches en tout cas sous vide, là, ou un petit peu qui servent de bouffe aux vampires, mais ça, je pense que j'ai lu que c'était dans le 3. Fait c'était pas dans Matrix? Ouais, ben c'est dans Matrix aussi, on va y revenir parce qu'il y a étonnamment beaucoup de similitudes entre The Matrix et Blade. Ben, je dis étonnamment, ils sont sortis à 1 an d'intervalle et Blade est le premier. Donc, c'est pas Blade qui a copié The Matrix, ce qui aurait pu être legit vu que c'était un gros succès commercial. Mais bref, c'est ça, on parle de Blade aujourd'hui parce qu'il est canon à cause de Deadpool et Wolverine. Donc, tout récemment, Wesley Snipes qui a fait son retour dans le film Marvel. Et puis, il devait avoir une nouvelle adaptation aussi là, avec Mahershala Ali. Est-ce qu'elle va se donner? On sait en pas. parle, mais j'ai pas vu un grand signe que ça allait arriver. Non, c'est ça. Puis Blade, qui est un comic peu populaire. Je pense que les gens savent pas trop que c'est un Marvel. Il y a eu un petit regain de popularité à la sortie du film, puis avec le succès du film. En fait, avec le succès du film, c'est là que c'est devenu un personnage plus populaire, mais avant la sortie du film, c'était un personnage Marvel, c'était un personnage dans les comics Marvel, mais sous une autre forme. Est-ce qu'il était comme dans l'univers de Spider-Man un peu? Là? Non, mais ce que tu fais référence à, peut-être, c'est il est dans l'univers du dessin animé de Spider-Man des années 90, la saga avec Morbius, où est-ce que Blade veut s'en prendre à Morbius. On l'a comme rajouté là-dedans parce que ça, son origine est un peu plus tôt aussi. Oui, son origine est un peu plus tôt. On parle d'un personnage de 1972 dans le comic Tomb of Dracula. Ouais. Puis il était aussi dans Vampire Tales, mais ça a pris du temps avant qu'il ait son propre comic. Mais quelques années avant le film. Je pense, mais avant qu'on entre justement dans son origin story et ses très peu nombreux comics, on va parler un peu de ce film-là. Moi, c'est ça, je me souviens, ça avait fait un petit buzz à l'époque de sa sortie. Notamment parce que Wesley Snipes était quand même un acteur bankable. Après ça, il n'a pas fait de grands rôles marquants, je crois. Même, tu sais, le film a été un peu écrit avec lui en tête, même s'il y avait Denzel Washington et un autre acteur, là, son nom m'échappe, qui était considéré, mais finalement, on est allé avec Wesley Snipes. Un très bon choix. Oui, un très bon choix pour vrai. Denzel Washington, je pense que c'est plus un acteur, je sais pas, là, tragique ou en tout cas, tu sais, un grand acteur. Là, c'est un rôle quand même assez physique, assez d'action. Là. C'est pas une star de film d'action, Denzel Washington, mais en tout cas, pas dans ma tête. Moi aussi, il a vraiment comme modifié un peu le style, si on peut dire, du personnage en tant que tel. Là. Ils ont vraiment... suite au film, là, suite au succès du film, ils ont vraiment modifié le style du personnage parce qu'avant, c'était un personnage, disons, qui était un peu plus drôle. Là. On va rentrer dans ça plus tard, mais dans le film, on n'a vraiment pas ce feeling-là que c'est un personnage drôle, humoristique. Là, on a un personnage qui est vraiment plus sérieux. Puis je pense qu'on a besoin de ça. Oui, puis je vais vous donner une petite leçon de cinéma dans pas long aussi pour comprendre un peu les influences derrière ce film-là. Je veux juste parler un peu de la fiche technique. On a parlé, de Wesley Snipes, mais c'est un film de Stephen Norrington qu'on ne connaît pas, à peu près pas, puis avec raison, entre guillemets. C'était son deuxième long métrage, il en a fait 4 au total. Son dernier, c'est Le Mal-Aimé, The League of Extraordinary Gentlemen, un film là, qui avait été ramassé par la critique, un flop commercial en 2003, si je ne m'abuse, en 2003, et puis ça a tué sa carrière. Essentiellement, lui, il travaillait beaucoup dans les effets spéciaux, dans les maquillages et tout ça. Il a juste touché à Blade 1. Hein, oui, il a juste touché à Blade 1 parce que le 2, c'est Guillermo del Toro, le très bon réalisateur mexicain qui l'a fait. Et le 3, je me souviens plus. Je pense que c'est le scénariste du premier, David S. Goyer, qui l'a fait. Je me souviens plus. Non, ça ne l'a pas tué parce que lui, je vais y en parler dans pas long. Là. Ça aurait dû. Bon, ça y est. Non, lui, au contraire, je pense que ça l'a bien défini sa carrière parce qu'il a juste fait
des adaptations, notamment de Dark Knight, notamment, c'est ça, un mélange de Marvel et de DC, là, ce qui est un peu plus rare habituellement. Mais bref, c'est ça, c'est son deuxième long métrage, Blade, puis on le voit plus, là, vraiment, c'est dur de se souvenir de League of Extraordinary Gentlemen. Je sais pas si c'était une adaptation de comic books. C'est dur de s'en souvenir, donc il n'y aurait pas la pierre. Ouais, non, c'est ça. Non, effectivement. Mais, tu sais, c'était un film là, qui se pouvait pas avec Sean Connery. C'était comme, t'avais Dr. Jekyll avec Van Helsing, Dracula. T'avais comme une espèce de film d'Avengers, mais avec les personnages mythologiques du cinéma d'horreur. Puis ça a été un ultra flop, notamment parce que c'était pas tant bon. Mais les effets spéciaux étaient pas tant bons. Ouais. Très, très campé, fin 90, début 2000. Ouais. Tu sais, c'est de l'esthétique très sépia pour ce qu'on est en train de regarder, mais tu sais, c'est ça, on pogne une couleur puis on l'utilise à fond. Pour Blade, c'est le rouge, évidemment, parce que c'est des vampires, et puis c'est du sang. Mais je vais revenir au scénariste parce que c'est peut-être là le plus intéressant. En fait, David S. Goyer, qui a fait Dark City, qui est vraiment un film science-fiction qui a été très populaire, succès d'estime à l'époque, mais qui est rentré vraiment parmi les meilleurs films dystopiques. The Dark Knight, évidemment, avec Batman Begins, toute la trilogie de Nolan, et même, là, on voit à l'écran, à notre écran, Batman v Superman. C'est ça, il a été impliqué aussi d'une quelconque façon dans le DC Universe. Mais à la réalisation, c'est ça, il me semble qu'il avait fait également Blade 3. Ouais, exactement. C'est lui qui a fait le Blade 3, puis après ça, il est allé plus du côté de la télévision. Mais au niveau writer, là, à l'époque, il n'avait pas fait une tonne d'affaires connues, à part, comme je le mentionnais, le Dark City. Mais après ça, évidemment, tous les autres Blades, il y a les Batman. Il avait fait Ghost Rider aussi. Je me souviens plus s'il est canon. C'est un autre personnage Marvel un petit peu. Ghost Rider, il n'est pas canon jusqu'à présent. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Ça ne sera à attendre. Mais bref, c'est ça. Et puis, au niveau de la distribution, là, c'est un peu plus... des acteurs très peu connus, là, je crois. Steven Dorff, toujours un troisième rôle, je pense, dans tous ses films, à peu près. Là, il y en a un deuxième rôle. Ouais, deuxième rôle. Deux ou trois, là, c'est à voir. Personnage intéressant. Ouais, il joue le vilain, Deacon Frost. Je trouve que moi, c'est un bon vilain, j'ai le goût de lui donner une claque à la gueule. Puis je pense ouais, c'est ça. Il a réussi. Il était over the top un petit peu, mais il était vilain, mais tu sais, comme l'extrême vilain, là, si on veut. Vilain des années 90. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a réussi il a réussi son rôle. Ah ouais. On a Chris Christopherson, vraiment un acteur quand même assez iconique des années 70-80. Là, dans les années 90, il était rendu un peu plus âgé, puis il jouait souvent ce genre de rôle-là de vieux hippie, si on veut. Ouais. C'était un hippie aussi des années 70, mais il était plus propre un petit peu. Là, il joue l'acolyte un peu de Blade, soit Whistler, personnage qui n'existe pas dans les comics, qui a été... Je pourrais pas te dire. Je pense que j'avais lu qui a été créé, en fait, pour l'animé. La série télé Spider-Man. Oui, parce qu'il est dans la série télé de 94, je me trompe pas. Ouais. Mais dans les comics, en tout cas, dans les comics... Dans ceux que j'ai lus, j'ai pas vu ce personnage-là. C'est dans les comics sortie de Blade, il est pas là. Je pense que dans les postes, il doit être là. Mais ça se peut, honnêtement. Il me faisait beaucoup penser à l'acolyte de Punisher. On dirait un peu une transcription de ce personnage-là. Sauf pas le même style de personnage, mais vraiment, j'ai pas vu... L'espèce de... C'est son Alfred, là, essentiellement. Ouais, j'ai pas vu, c'est ça. J'ai pas vu... c'est comme un personnage qui est là. Il nous fait vivre des émotions, mais je vais pas spoiler, là, mais je trouve que c'est un bon ajout. Ouais. Mais sans plus. Moi, je te fais un petit spoil, il revient dans le 2. Ah bon? Je vais faire spoiler. on verra à quelle échelle, mais c'est ça. Donc, il y a Chris Christopherson, justement. Donc, après ça, on a une Bush Wright qui joue Karen, un autre personnage qui est devenu un peu péjoratif, malheureusement, mais à l'époque, il ne l'était pas. C'est essentiellement le love interest, quand même un peu développé. Là, on dit que c'est quelqu'un qui étudie le sang. Je ne sais pas plus comment ça s'appelle le terme. Moi, je ferais un autre parallèle avec Thor, c'est la Jane Foster de Blade. Là, ouais, non, c'est ça. Exactement. Sinon, on a Donald Logue dans un petit rôle, mais on le connaît pour plusieurs séries télé, jeunesse également, un acteur quand même comique, mais il n'est pas là beaucoup, surtout au début du film. Et je tiens à le mentionner, celui-là, Udo Kier. Tu le connais peut-être un peu moins. C'est lui qui joue il joue Dragonetti, donc l'espèce de...
chef, ou en tout cas au conseil des vampires, là, celui qui essaie d'empêcher la guerre essentiellement entre les humains et les vampires. En fait, Udo Kier, c'est intéressant son casting parce que c'est un acteur là, qui est associé au cinéma de série B. Vraiment, là, les films de vampires, les films de démons, cheap, là, vraiment série B des années 70-80, c'est tout lui qui les avait. Vraiment, là, c'est un acteur... international, là. Je sais pas c'est quoi sa nationalité, là. Il doit être comme d'Europe de l'Est, en quelque part de même, là, ou peut-être d'Allemagne. Bon, je n'ai même pas... Allemagne. Allemagne, je crois que j'ai lu Allemagne. Ouais, Germany, ouais, c'est ça. Donc, puis il a joué dans notamment Blood for Dracula, Flesh for Frankenstein, qui sont 2 films qui ont été produits par Andy Warhol dans les années 70. Mais bref, c'est ça, il a juste fait des... Il a son style. Ouais, c'est ça, puis il a un visage très, très reconnaissant, très mesquin. Là, il a un très bon casting, puis il joue toujours des weirdos. Là, il est pas tant weirdo, mais dans beaucoup de films, il joue des weirdos. Il a l'air quand même relativement sensé, réfléchi. Puis il joue souvent des dandies aussi, là, des gens un peu androgynes ou un peu... c'est ça. Justement, l'espèce de weird du film à l'époque où c'était représenté comme weird dans les années 80-90. Mais bref, donc c'est ça. Puis ça parle de quoi essentiellement Blade? En gros, c'est une histoire de vampire relativement classique. Là, on va se le dire. Chasseur de vampires. Le fait que Blade, en fait, c'est... Un demi-vampire. Un demi-vampire, un Daywalker, dans le fond, l'histoire d'origine, c'est que sa mère elle aurait été mordue par un vampire pendant... Qui est enceinte. Pendant qu'elle était enceinte, jusqu'avant qu'elle accouche, en fait. Puis Blade, suivant ça, serait le premier Daywalker qui est comme un vampire. Il a hérité certaines fonctions humaines, certaines fonctions vampires. Il n'est pas vulnérable à l'acier, au fer, je pense. C'est l'argent, je pense. À l'argent, ouais. Oui, c'est ça, à l'argent. Il n'est pas vulnérable à l'argent. À l'ail non plus. À l'ail non plus, c'est ça. Il n'a pas hérité des vulnérabilités, mais en même temps, il n'a pas... il a soif. Il a soif, c'est ça. Il a hérité de ça. Donc, c'est un peu... Lui, il a décidé de chasser les vampires parce qu'il les aime pas. Ouais, c'est ça. Pas mal ça. Ça a détruit sa vie. Ça a tué sa mère, évidemment. Tué sa mère, mais c'est un personnage qui est vraiment basé sur la vengeance. Pas nécessairement la vengeance, juste un guerrier, on pourrait le dire comme ça. Avec Whistler, son ami. Ouais, son acolyte. Son acolyte qui l'a aidé à gérer un peu sa soif, on peut le dire comme ça. Puis on le retrouve au moment où justement ce fameux love interest-là de Karen a été mordu. On tente de... c'est pas trop clair si elle est contaminée ou pas. Là. Ouais, elle a été mordue, mais... Oui, elle a été contaminée. Puis c'était un peu trop tard pour la sauver, mais elle s'est comme soignée elle-même. Ouais. Ce qui était un peu... je trouvais ça bizarre. Là. Ouais, c'est ça. Le fait que la cure de Whistler, qui travaille depuis des années là-dessus, ça fonctionne pas, mais elle, en une journée, est capable de ça. Mais c'est son métier. Ouais, c'est son... elle connaît le sang. Fallait juste y demander là, de créer un remède. Mais il y a toujours le fait que là, Blade est en train de tuer plein de vampires, puis peut-être qu'ils sont soignables, là, qui me dérange un peu. Je pense que ça serait, dans un film Marvel plus récent, je pense que ça serait abordé. D'ailleurs, ça l'est dans des comics à plusieurs reprises. Là. le fait que Spider-Man veut juste littéralement pas que Blade tue des vampires parce que c'était des humains avant. Là. Ouais. Puis il y a encore possibilité de les soigner. C'est toute cette affaire-là qui est juste pas abordée dans le film. On se concentre vraiment... Peut-être dans les prochains. Peut-être. Peut-être. Écoute, je les ai pas écoutés, mais pas encore. Mais je trouve que ça n'a pas été abordé. C'est pas mal plus concentré sur la guerre vampire. Vampires humains qui sont comme un peu underground encore. Les humains sont tous pas au courant. Ouais, c'est ça. Mais on va clore ce chapitre-là avant de parler peut-être de l'origine, mais tu sais, c'est ça. Ultimement, l'histoire, c'est on a le regroupement des vampires qui ont comme fait un deal avec le regroupement des humains. Tu sais, c'est très manichéen, mettons. Ouais. Puis comme quoi, tu sais, les deux vivent dans un monde parallèle, mais comme ne se nuisent pas les uns les autres. Puis là, t'as un petit fendant de Deacon Frost qui, lui, veut créer une guerre puis prendre le contrôle, que tout le monde sur Terre devienne des vampires, puis les autres qui deviennent des lunchs. Donc, essentiellement, on le suit là-dedans, puis là, il évolue un peu dans son délire, puis il devient Deacon Frost qui est même
qui était même pas un vampire à la naissance. D'ailleurs, Non, c'est c'est mentionné à plusieurs reprises. Là. Ouais. C'est quelqu'un qui a été contaminé. Ouais, transformé un peu plus tard, puis c'est ça, il devient comme l'ultime vilain dans ce lore-là, là, que son nom m'échappe, là, mais en tout cas, l'espèce de mythe païen, Puis de lui, dieu païen. Son but, c'est ça, c'est de faire revenir le dieu, le dieu païen, puis de le faire revenir pour prendre le contrôle de la Terre. C'est très, très, très James Bond des années 60. C'est comme... Ou Thanos dans Avengers. C'est ça, mais on se bat contre la fin du monde. Je pense pas que c'était nécessaire qu'on se batte contre la fin du monde, mais... Ben, on en reparle dans quelques instants. En fait, on s'en va à une petite pause et on revient dans quelques instants. Vous êtes au Popcorn de l'infini sur les ondes de CFAC 88.3 FM. Vous êtes de retour au Popcorn de l'infini. Et puis, David, parle-nous un peu, là, tu l'as mentionné un peu les 2 séries de comics principales, mais parle-nous un peu de l'origine de Blade dans les comics. L'origine de Blade, écoute, ça commence, c'est un personnage qui a pas les pouvoirs qu'il y a dans le film. En fait, il n'y a pas de pouvoir du tout. C'est juste quelqu'un qui aime pas les vampires, qui se bat contre les vampires, un peu un guerrier. Mais ce qui est intéressant, c'est que suite à la sortie du film, ils ont modifié ce personnage-là pour représenter un peu plus les pouvoirs qu'il y avait dans le film, puis changer un peu son origine. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les comics, c'est un personnage qui est drôle. Qu'on n'a pas ressenti dans le film. C'est un personnage qui est comique, qui va faire des jokes, donc vraiment, le ton était différent dans le film. Ça change pas. Ça reste toujours un personnage qui est drôle dans les comics. J'ai été voir sur Reddit pour voir quel comic de Blade serait le fun à lire. Puis la réponse qu'il y avait souvent, c'est qu'il n'y en a pas. Bon, les gens sur Reddit sont Pourtant, ça m'étonne parce que c'est le genre de personnage que j'aimerais lire d'une certaine façon, là, mais je suis pas intéressé tant aux vampires. Les gens qui aiment Blade l'aiment à cause de son apparition dans les comics des Avengers, qui est une apparition super drôle, les apparitions dans Spider-Man, les apparitions... Ouais. Mais Blade, en tant que tel, il y a eu quelques séries à lui, pas énormément. Il y a eu beaucoup de one-shots. Des one-shots, c'est un comic qui sort, c'est un comic. Ça nous met un peu à jour sur l'histoire de Blade cette année-là. Mais il n'y en a pas. Mm-hmm. C'est souvent... il va y avoir des séries, ça va peut-être atteindre 10 ou 20, puis ça va arrêter là après. Fait que souvent, c'est un personnage qui va revenir, qui va repartir. Même, je dirais que Howard the Duck est revenu plus souvent, puis il était là d'une façon plus constante que Blade, selon moi. C'est un peu absurde que les 2 premiers Marvel, avec un peu plus de budget, mettons, là, que ce soit 2 personnages dont on se fout, peut-être parce que les droits étaient moins chers à acquérir. Mais je pense que comme ce que les réalisateurs, les producteurs ont réussi à faire, c'est de prendre un personnage qui n'était pas super populaire, puis de le rendre populaire. Ouais. De le rendre populaire, ils l'ont quand même bien adapté pour la société. Ouais. Les gens ont apprécié, je pense, le film. C'est un bon film, mais... Est-ce que j'avais lu là qu'à l'origine, il n'était pas américain, mais qu'il était british? Je sais pas. Est-ce que ça se ressent à la lecture? Ou je sais pas si tu les as lus en anglais ou en français. J'ai lu en anglais, mais honnêtement, il n'y a pas de référence, non? J'ai beaucoup lu après que le film soit sorti. Il n'y a pas tant de références que ça que j'ai pu voir. Je les ai pas toutes lues, c'est sûr, mais ces apparitions vont être généralement dans l'univers de Doctor Strange. Il va y avoir des histoires avec le Darkhold, toutes ces choses-là, mais... Je peux peut-être les comprendre en même temps parce que, tu sais, là, c'est que si Blade est vraiment canon, faut prendre pour acquis que maintenant, dans l'univers, il y a des vampires. Ouais, c'est comme, là, on a déjà les aliens, on a déjà, tu sais, une couple d'affaires. Est-ce que les vampires sont là aussi? Oui, en fait, ils sont, tu sais, puis... Récemment, il y a eu un événement Marvel, un événement dans les comics, c'est quelque chose qui se passe qui affecte plusieurs personnages, donc ça va affecter plusieurs séries en cours. Puis pour lire un événement, il faut lire plusieurs comics différents, généralement. Puis là, il y a eu l'événement Blood Hunt, qui était un événement vampire. La majorité de New York s'est transformée en vampire. Puis, ça y est. Ça tourne mal. Ça arrive quand même assez souvent des événements de même où est-ce que la majorité de New York se transforme en n'importe quoi, là, en symbiote notamment. Mais là, c'était des vampires cette fois-ci. Puis... Pourquoi pas? Ben là,
Blade a eu un impact là-dedans. Quand on parle de vampire, quand on parle de Morbius, quand on parle de vampire, Blade est là. Blade souvent va être là, mais à part ça, si lui c'est l'expert en vampire, on peut le prendre comme ça. Mais à part ça, est-ce que les gens achèteraient un comic de Blade c'est que à chaque semaine? C'est parce que on en a tellement d'histoires de vampires. Puis celle-là est pas si différente que ça. Bon, elle ajoute une partie peut-être arts martiaux. En tout cas, du moins dans le film, là, dans les comics, je sais pas trop. Mais c'est que, ultimement, du moins pour le film, encore une fois, on reprend les mêmes thématiques générales des vampires. Ils peuvent pas sortir le jour. L'ail, ça leur fait de quoi? Les balles en argent. Pas les croix, par contre, du moins pas dans le film. Et j'ai compris pourquoi. Ou les fameux pieux, ces affaires-là. Ça a pas marché. J'ai compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi, j'ai lu pourquoi. Puis le réalisateur disait, on s'est dit que c'était pas crédible parce que, mettons que ton vampire, il est juif. Pourquoi est-ce qu'une croix, ça va l'affecter? Ou s'il est musulman ou peu importe. Fait qu'il était comme, c'est le seul bout qui était comme plus chrétien. Fait qu'il était comme, là, on va l'enlever ce bout-là. Juste le principe qui se désintègre quand... ça aussi. Mais ça vient des comics. Mais ça, je trouve que c'était bien adapté. Ils se désintègrent. C'est vraiment ça qui se passe. Mais honnêtement... Au niveau du vilain, est-ce que Deacon Frost faisait partie du lore à l'époque, dans les comics? Il est dans les comics. C'est un vilain qui est présent dans les comics. Est-ce qu'il est apparu avant ou après le film? Je pourrais pas te le dire. Mais je sais qu'après, il est souvent là. Donc, le film l'a popularisé. C'est devenu comme un vilain principal de Blade, un ennemi de Blade, tout comme Dracula. Mais vraiment, si on parle de vraiment à l'époque, là, on va vraiment parler plus de Dracula, on va parler de vampires connus. Connus. On va les rejoindre d'autres vampires connus. Je pense que Deacon Frost est arrivé dans l'univers de Blade par lui-même. Je ne sais pas s'il est arrivé par le film ou par les comics. Pardonnez-moi. Mais à la base, même dans le film, il voulait que le vilain soit Morbius, justement. Mais juste avant que le film entre en production, je ne sais pas trop quoi, les droits de Morbius ont été vendus à un autre studio parce qu'ils voulaient faire un stand-alone. Ce qu'ils ont finalement fait, mais 20 ans plus tard. Mais c'est ça, Morbius devait être le vilain du film. Mais honnêtement, j'aime mieux que ce soit Deacon Frost. Je suis pas le personnage de Morbius, c'est un peu... c'est un... J'ai pas vu le film. T'as pas vu le film? Non, bon. Je m'attendais à ce que les critiques soient mauvaises et elles l'ont été. Fait que je me suis juste tenu loin un peu. Je pense que le film a fonctionné avec les mimes aussi. On reparlera quand ça va être canon. Mais... je pense que Morbius dans les comics, c'est un personnage qui est apprécié. Mais j'en garde un bon souvenir de quand je regardais la série animée de Spider-Man. Justement, justement, je pense que c'est une drôle d'adaptation qu'ils ont faite. Il aspirait le sang avec ses mains. C'était un peu spécial. J'avais peur qu'il fasse ça dans Blade. Mais non, j'ai appris que dans le dessin animé, en fait, il était vraiment censuré. Il pouvait même pas donner de coups de poing. Fait que là, c'était pas du tout dans le même style quand on parle de Blade. Là, c'était pas... là, il pouvait se donner des coups de poing. Plus que des coups de poing. Mais vraiment, c'est un personnage qui est pas ultra populaire. Puis tout seul... Parce qu'il n'y a pas son acolyte dans les BD, avant le film. Non. Puis ce personnage de Karen... C'est super important, l'acolyte aussi dans les BD. Puis le personnage de Karen, là, il y a différents love interests au fil des années. Puis ça change, mais on met pas d'emphase là-dessus. C'est vraiment juste un personnage comique, secondaire. Du moins, dans ce que j'ai lu, je sais pas si ça change à un moment donné. Est-ce qu'il y a son sabre au moins? Son épée? Oui. Effectivement, il y a son sabre. Mais en fait, je pense qu'il s'en sert pas mal plus. Dans le film, il était comme, je vais sortir mes guns. Oui, mais dans le film, j'ai vu un peu une version Punisher. C'est comme un... Mais en fait, on peut peut-être parler du film, à moins que tu aies d'autres éléments de comics. J'ai pas d'autres éléments des comics à apporter, mais vraiment, tout ce que je peux dire, c'est qu'après le film, en 98, ils ont sorti comme une série, qui a pu... Une série continue de comics, mais ça n'a pas tant marché que ça non plus. Ils ont essayé de vraiment capitaliser sur le film.
qui a eu un pas succès, marché. quand même. Là, ils ont fait 3 films, fait que le film a fait de l'argent, mais c'était pas un si grand succès critique, même si ils sont pas fait démolir non plus Non, comme c'est ça, Howard the Duck. Là, c'était mais pas mauvais, non. c'était juste pas excellent. Non, c'est ça. Ben, si on rentre un peu plus dans le film, moi, ce que j'apprécie beaucoup, puis c'était la vision créative derrière le film, fait que tant mieux, tant mieux que ce soit voulu, c'est de rendre hommage aux films d'exploitation justement des séries B. J'avais la puce à l'oreille, notamment à cause justement de Udo Kier qui était là, mais les films de Blaxploitation, c'est un courant des années 70 où justement les Afro-Américains ont investi le cinéma à coups de films très cheap, mais très... Pensez à Tarantino. Essentiellement, tous les films de Tarantino viennent du Blaxploitation parce que c'est le cinéma qu'il consommait le plus quand il était jeune, puis il rend hommage un peu partout. Puis il y a eu des films d'exploitation, en fait, il y a eu plusieurs sous-genres. Tu as eu les Japansploitation, que là, c'était des films de samouraï. Tu avais je sais pas trop, mais il y avait des films de Hong Kong aussi, là, des films de Bruce Lee, puis toutes ces affaires-là, arts martiaux et tout ça. Puis on est un peu à la confluence de tout ça avec Blade, parce que c'est un personnage noir, même c'est plusieurs personnages noirs, avec son épée de samouraï. Puis d'une certaine façon, il ressemble un peu à un samouraï de l'époque des Ronins, ou peu importe, un loner qui se promène. Ben là, il y a un acolyte, là, mais un espèce de loner qui est mystérieux un peu. Tu connais moyen, là, on connaît un peu sa backstory, mais tu parle pas beaucoup. Ouais, c'est ça, très, très loner. C'est ça que j'ai trouvé aussi, c'est que dans le film, il parle encore moins. Ouais. Puis, fun fact aussi, le scénariste, s'il avait eu le choix, il aurait mis moins de scénario, moins de dialogue encore, parce qu'il voulait vraiment mettre mettre l'emphase sur l'action, comme justement ces films d'exploitation-là, où tu te fous un peu, les liners, à la limite, c'est comme juste un peu à la Howard the Duck, là, comme une petite joke ou une affaire badass qu'ils disent. Puis c'est ça, puis c'est un film d'arts martiaux aussi, quand même pas mal, parce que quand il a pas son épée puis ses guns, ben il se bat. Il est habillé en cuirette aussi, quand même assez serré. Pour vrai, le costume, je l'ai quand même bien aimé. Oui, le trench coat, bon choix. Ouais. Puis Wesley Snipes, pour vrai, il fit bien avec le rôle. Un rôle très physique, très demandant. Puis il y a comme une face neutre à la base. Ouais, une face neutre, une coupe de cheveux. Ouais, c'est ça, très, très on dirait serré. qu'il l'a fait avec son sable. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis moi, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, évidemment, qui a eu plein d'influences, notamment dans ce film-là, dans les Tarantino, bref, plein d'affaires. Mais je pense que ça... Puis c'est la même affaire aussi, là, on va en parler des parallèles avec la Matrice. La Matrice aussi a beaucoup été influencée par ces films-là des années 70-80, plus asiatiques, d'arts martiaux et tout ça. Mais il y a étonnamment, c'est ça, beaucoup de similitudes entre les deux, parce que les deux... C'est un peu un personnage qui est à la croisée entre le monde réel et le monde simulé. Là, c'est pas vraiment réel et simulé, c'est plus vampire versus humain, comme s'ils étaient des reptiliens ou je sais pas trop quoi. C'est une société comme qui vit juste dans les sous-sols ou dans les... société underground. Je comprends pas que la population générale soit pas au courant. Mais ça fit, on peut dire ça. Ouais. Sinon, tu sais, juste dans le style de réalisation aussi, là, quand même assez nerveux, d'arts martiaux et tout. Je pense que The Matrix a peut-être un style un peu plus assumé, là, très quétaine d'une certaine façon. Là. Mais tu sais, c'est ça, je retrouvais beaucoup de similitudes entre les deux. Puis même dans l'appréciation que j'en ai, là, The Matrix est meilleur. Mais le style visuel du film, c'est peut-être moi qui n'ai pas changé au graphique, mais le style visuel du film m'empêchait tellement de savoir où est-ce que ça se passait. J'ai pensé que c'était à New York, Chicago, j'ai pensé que c'était à Los Angeles. Là, je ne savais plus. Là. Ben non, Los Angeles, j'exagère, mais je sais pas où est-ce qu'il se passait. Ben, je pense que c'était un peu le but de faire une ville anonyme, un peu. Une ville. Puis là, concrètement, je pense que ça se passe à la Nouvelle-Orléans, qui est comme dans le lore des vampires et quand même une place forte pour les vampires. Si je me fie, là, mes connaissances de vampires sont un peu loin, là. Mais il y avait... tu vois, je un peu... J'ai pas de référent aux vampires. Mais j'étais un peu plus vieux, c'est pour ça. Mais tu sais, les vampires, c'était bien populaire dans les années 90. Tu avais le film de Dracula de Coppola qui est sorti. Tu avais Entretien avec un vampire de Anne Rice, c'est pas elle qui a réalisé, mais qui a écrit la série de livres, qui se passait en partie aussi à la Nouvelle-Orléans, qui se passait un petit peu partout, là, mais vu que c'était comme un pôle important de
d'immigration française, coloniale, slash esclave, on ne se le cachera pas, et américaine. C'était comme souvent les vampires, c'était leur point d'entrée. C'était soit New York ou la Nouvelle-Orléans, leur point d'entrée en Amérique. Et puis... c'est ça, on est au sommet un peu de cette popularité-là. Puis, après ça, il faudrait que je revérifie les dates, mais après ça, il y a la série Underworld aussi, qui est sortie, une autre trilogie de vampires. Là, ils sont allés plus all-in dans le lore avec les lycanthropes. Puis, toutes des affaires. J'aurais aimé ça, voir ça de Blade, un peu plus de lore de vampires. Mais c'est peut-être moi qui n'étais pas... Moi ça m'a fait du bien parce qu'on dirait que je le connais trop, ce lore-là. Mais moi, toi qui le connais pas... Je le connais pas. Moi, je suis de l'époque zombie. Puis ouais, ben c'est ça, effectivement. J'ai pas... écoute, je comprends le principe, là, l'ail. Puis c'est un peu risible vu aujourd'hui. Un peu une espèce de flaque d'ail. Non, mais quand il se pique dans... Le traitement, en fait, d'urgence pour quand elle s'est fait morte, Karen, c'est elle se fait planter une aiguille dans la gorge avec de l'ail. Ils sont allés au Pacini chercher le beurre à l'ail. Le beurre à l'ail, puis ils ont donné une petite toast. Ouais, c'est ça. Mais comment ça s'appelle ça? Un condensé d'ail liquide. Mais peut-être que ça aurait pu en avoir un peu plus, effectivement. Moi, j'ai aimé... il y a plusieurs choses que j'ai aimé aussi, puis un autre parallèle avec la Matrix aussi, c'est le rapport entre comme la scène underground puis l'espèce de musique électronique-ish. Surtout dans la scène de rave au début. Une scène qui est visuellement est vraiment très réussie, j'ai trouvé. Je trouve que c'était une scène réussie. Je trouve que c'était une belle introduction au film. Le film s'ouvre, si vous n'avez pas vu le film, le film s'ouvre en fait sur une espèce de... quelqu'un qui attire... quelqu'un d'autre. On comprend que c'est une vampire qui attire un humain dans un rave où il y a juste des vampires. Et puis, là, il y a de la musique électro, puis après ça, il y a les sprinklers, là, comme le système d'alarme d'eau qui sort, mais là, c'est du sang. Fait que là, il y a un rave de sang. Là, évidemment, l'humain, il comprend pas trop ce qui se passe, mais il pas trop non plus. Il est invité d'un potluck, mais c'est lui le repas. Fait qu'il aime pas bien ça. Puis, là, après ça, Blade, il arrive, puis il clear la place de gens. Puis, il rencontre justement le personnage de Donald Logue, là, son nom m'échappe. Quinn. Le seul malaise à pas avoir de lore, c'est que je vois juste quelqu'un qui tue du monde. Ils ont quand même l'air humain, tu sais. Ouais, c'est ça, C'est dur de te dire. Là, tu vois juste quelqu'un qui tue du monde. Là, c'était comme, c'est-tu le méchant? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la ligne, tu sais, ultimement, on comprend rapidement que c'est le gentil de l'histoire. Parce que nous, en tant qu'humains qui regardons le film, on voudrait pas qu'il y ait des vampires partout. Fait que lui, sa mission est correcte. Mais, tu sais, mettons son dilemme moral, ou en tout cas, peut-être qu'il a été mieux fait dans des films comme The Punisher ou des films où c'est comme des anti-héros, mais plus méchants. Oui, c'est ça. Il y a vraiment, comme dans The Punisher, il y a vraiment un dilemme moral, puis son acolyte, c'est vraiment sa boussole morale, puis il y a vraiment ce dilemme-là, puis le Punisher est comme non, si t'as tué du monde, faut que je te tue. C'est quand même pas mal ça. Mais non, dans Blade, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Fait que là, on comprend qu'il est tue parce qu'il les aime pas. Mais on comprend après ça que c'est parce que ça a tué sa mère, puis tout ça l'a transformé, mais en même temps, c'est une raison, là. Puis, mais je ferais un point qu'il y a des vampires qui avaient l'air corrects, là. Je peux pas. Il y avait comme une certaine société, puis il était comme, on dérangera pas les autres, puis eux autres nous dérangeront pas. On s'entend que, mettons, là, ceux qui naissent vampires, bon, c'est tel que tel, mais ceux qui ont été transformés en vampires, j'imagine qu'ils n'ont pas dû aimer ça là, au début. Là. C'est pas juste des volontaires. Là. Il y en a. Puis il y a même dans le lore des humains qui aident les vampires, là, comme le policier qu'on voit. Le policier qui aide le vampire juste dans le but de se faire transformer en vampire. Je trouvais ça que ça fitait. Là. Je voyais ça comme quelqu'un qui était un peu... qui avait hâte de devenir un vampire, mais il le faisait pas. Là. C'est comme un suicide, mais à vie. Pourquoi tu voudrais être un vampire? L'aspect immortel, peut-être. Mais il y a l'aspect de, je pense, suprémaciste vampire. Comme, si t'es un vampire, t'es au top de la chaîne alimentaire.
Non. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est dur de se mettre du côté des vampires un petit peu, puis on comprend pourquoi aussi. Même Blade, il se met pas du côté des vampires, là, malgré son... Mais il me semble, là, je veux pas trop m'avancer, mais il me semble qu'on va relativiser un peu ça dans les autres films, là. J'ai comme des vagues souvenirs, à un moment donné, qu'il y a des vampires gentils. Mais je me souviens plus où. Dans le premier film, Ouais. ils sont tous des vampires, fait qu'on les tue tous. Ouais, Que c'est ça. Ben, ça fait de la job. Ça crée de la job. Ça crée de la job. Puis- Blade est occupé aussi. Puis, tu sais, puis ultimement, je trouve que c'est un film qui, même s'il est très campé dans les années 90, là, dans sa réalisation, dans la musique, dans les costumes et tout, il n'a pas nécessairement mal vieilli. Il y a certains effets spéciaux, certains trucs, mettons, de représentation, là, qui n'ont pas nécessairement bien vieilli. Je Mais trouve que les blagues sont un peu... Ben, je sais pas, je trouve qu'ils ont mal vieilli. Je sais pas, moi j'étais pas... j'ai pas de souvenir de. Honnêtement, j'ai pas de souvenir de blague dans le Ben, y a film. pas Là, tant de à part le blagues. Deacon là, qui fait juste. Ben, c'est ça. Il Mais est trop over the top. Là, mais ouais. juste... Ben, je trouve que ça... Certaines parties du film ont mal vieilli. Je trouve que c'était... Il y a certaines parties qui sont cringe. Ah ouais? T'en as-tu une qui te vient en tête? Ah, Ou, my God. c'est un petit moment qu'on l'a vu, mais... Mais juste quand il arrive, puis c'est un vampire obèse, là. Ah oui, ce personnage-là de Pearl. Oui. Puis ça a l'air qu'il était plus trash soit dans les comics, soit en tout cas Ben, comme il était... J'ai pas Ouais. de référent, mais... Il était supposé se nourrir d'enfants, en fait, de ce personnage-là. Je sais Mais pas si on va le revoir dans les autres. Là, Mais c'est parce que je trouvais pas ça drôle. Ouais. Juste quand il le torturait, là, Ouais. c'était pas... Ouais, ça c'était bizarre aussi, Quand avec la lampe Karen- UV. Quand puis- Karen, elle le torturait parce que je sais pas trop, là, je Ouais. sais pas trop la raison, mais je trouvais ça... On comprend que c'est un vilain, mais il peut pas bouger. Fait qu'il peut pas être tant vilain que ça. C'est ça, tu sais, mais... c'est comme bouge pas, là, il se fâche, puis là, elle brûle, littéralement, puis là, elle dit, ben, il a bougé. Tu sais, je trouvais ça... Ouais, c'est vrai. Je trouvais ça pas... Ben, pas que je Je suis trouvais de ça la vieille pas drôle. école, moi. Moi, je trouve ça drôle. Non, Mais mais... tu sais, je trouve que c'était une joke des années 90. Ouais, là. ouais, c'est ça. Ça montrait son âme. Ben, c'est un film de papa, on s'entend. Là, tu sais, c'est le film d'action qui joue un vendredi soir là, à la TV, puis que les enfants sont couchés, puis... Oui, ben, il fait bien sa job. Tu sais, il fait bien sa job. Je pense que il a honnêtement pas si mal vieilli que ça. Pas comme Howard the Duck. Non, c'est mais, ça. je dirais pas que ça a ultra bien vieilli, puis que je pars... Si je voyais ça à télé aujourd'hui, je le regarderais, puis je dirais « Ah, c'est bon. Ah ouais. » Mais Ça sans fait, plus. c'est ça, ça fait la job. Ça fait la job, ouais. ça comble un après-midi. Je pense que ultimement, surtout toi qui avais quelques appréhensions, parce que t'étais comme, il est pas tant dans les comics. Pourquoi il est important? C'est pas un personnage. En fait, si on peut revenir vite fait, en tant que personnage, moi, je suis pas tombé en amour avec dans les comics. Il y en a certains beaucoup sont tombés en amour avec les runs des Avengers, mais à part ça, c'est pas un... Ben moi, c'est le genre de personnage que j'aime. Moi, j'ai pas lu les comics. Fait que, Ouais. cinéma, c'est le genre de personnage que j'aime. Tu sais, espèce de badass. Tu sais, puis tu te poses pas trop de questions. Là. Il y a rarement des enjeux. Là, même quand il est proche de mourir, tu sais bien qu'il va pas mourir. Là, mais... J'ai une question. Ça, on parle de personnage, pas du film. Là. Ouais. On parle de personnage, là. J'ai hâte qu'on fasse un classement. Si tu avais à classer Howard the Duck puis Blade, lequel tu mettrais en premier? Ben, je mettrais Blade en premier. Mais pas pour les mêmes raisons nécessairement. Tu sais, mettons la version film de Howard the Duck, je trouve qu'elle est pas réussie juste parce que les jokes sont ultimement pas tant drôles. Mais tu sais, si ça avait été des jokes vraiment côté air, là, ou des jokes un peu plus matures d'humour noir, je pense que peut-être j'aurais plus aimé Howard the Duck. Mais de ce que j'ai vu d'Howard, je l'aime pas tant. Puis moi qui aime quand même les films des années 60-70, c'est à la limite un personnage qui ressemble un peu au western, au cowboy typique, là, Blade, là, je parle. C'est ça. Encore une fois, Clint Eastwood dans la trilogie de Sergio Leone. C'est comme un être mystérieux qui parle pas beaucoup puis qui pète la gueule à tout le monde. C'est comme c'est très je sais pas, c'est très basic comme personnage, mais c'est juste assez pour que en tout cas que moi je fasse comme ben c'est sûr je veux le voir
péter des gueules. C'est ça, je veux le voir tuer des gens. Là. C'est comme, je comprends ultimement, il est gentil, mais c'est pas le gentil sugarcoat Spider-Man, là, qui est Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui sauve tout le monde. Moi, je suis vraiment comme, on finit tous par mourir, fait qu'aussi bien que ça soit par de l'ail. J'ai un peu ce dilemme-là que si je veux voir ce genre de choses-là, je vais écouter le Punisher. Ouais, mais là, je suis pas en train de te dire que là, tu m'as proposé Howard the Duck puis Blade. Là. Si Punisher dans la discussion, je vais mettre Punisher avant Blade. Non, mais c'est sûr. Mais tu sais, moi, si tu me demandais un classement entre Howard the Duck puis Blade en tant que personnage, on parle pas du film. Parce que le film, Blade va au-dessus, mais si on parle de personnage, je pense que j'ai plus apprécié le personnage de Howard the Duck que Blade, simplement parce que je trouve qu'il manque une certaine... Tu sais, Blade a une identité forte, mais est-ce qu'elle est assez forte? Est-ce que... tu sais, oui, chasseur de vampires, mais encore. Ouais. Mais encore. Non, il n'y a pas... non, on n'a pas approfondi le personnage. Je ne sais pas si c'est l'objectif ou pas non plus. Ben, je pense pas. Mais clairement, je pense que ça fait un personnage qui, au cinéma, est intéressant à suivre. Parce que là, tu as 2 heures. Là, de Punisher, ils ont fait une série, mais ce type de personnage-là, Punisher, ils en ont fait un téléfilm pas longtemps après Howard the Duck. Fait que, clairement, c'était comme un archétype qui sentait que c'était cinématographique d'une quelconque façon. Plus que, mettons... je sais pas trop, il y en a des plus cinématographiques. Encore une fois, c'est une question de droit, une question de ça coûte combien adapter des Spider-Man ou des Iron Man. C'est sûr qu'eux, ils sont plus charismatiques là, en termes de moi, personnages. Ce que j'aurais aimé de ces années-là, c'est un film des années 90 de Venom. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas fait ça. J'aurais aimé tellement ça. Voir... C'est un saut de Spider-Man, mais noir. c'est un peu ce qu'ils ont fait dans Spider-Man 3. Là, ouais. Tu sais, juste un film de Venom... Un téléfilm même de Venom des années 90, ça aurait peut-être été Venom avec un gun, je sais pas. Il aimait ça, faire ça. Ouais. Juste, en tout cas, on diverge un peu du sujet, mais... Non, c'est ça. Mais tu sais, Blade est très dans l'air du temps. Tu sais, les films de Steven Seagal ou Jean-Claude Van Damme, ou des affaires de même, bien souvent, c'est ça. C'était le personnage un peu loner qui pète des gueules à tout le monde. C'est essentiellement. Fait comme on reprend un peu ce qui est au goût du jour, puis on l'applique aux vampires ou au Marvel ou peu importe. Fait que en ce sens-là, tu sais, moi je l'aime un peu plus. Mais bref, tu sais, c'est. J'ai retrouvé beaucoup d'affaires, puis encore une fois, c'est-tu parce que c'est de la nostalgie? Je disais pas en garder beaucoup de souvenirs, mais en voyant des scènes, j'étais comme, ah oui, c'est là que j'ai vu ça, cette scène-là. Mais non, mais je pense que c'est un bon film, là, somme toute. Là. C'est ça. Honnêtement, oui, puis j'ai hâte de voir au moins le 2, parce que le 3, je sais qu'il est probablement pas bon, mais le 2 par Guillermo del Toro, qui a une signature visuelle quand même assez particulière, puis qui aime un peu ce lore folklorique-là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Mais j'ai quelques fun facts sur le film aussi. À l'origine, Wesley Snipes voulait faire une adaptation de Black Panther. Puis il essayait de faire lever ça. Puis finalement, ça n'a pas marché, mais on lui a proposé Blade. Puis pourquoi ça n'a pas marché? Hollywood n'était pas prêt à avoir un vrai personnage noir dans un lore noir, je sais pas trop. Non, mais Blade, c'est un vrai personnage noir. C'est un vrai personnage noir, mais tu sais, qui a pas... qui ne acknowledge pas sa particularité, si on veut. En tout cas, pas dans le premier. Peut-être dans les comics, ou peut-être parce que les comics de Black Panther... Mais je pense que ça prend des je sais pas, je m'avance, là, mais je pense que c'est correct. Je trouve que le personnage... c'est correct, mais tu sais, Black Panther, je crois qu'il est plus le porte-étendard d'une certaine culture, ou autant dans les comics que dans le fameux film qui va arriver en 2018, là, mais comme, je pense qu'il est un peu plus, on va dire, l'icône d'une culture, ce que Blade n'est pas. Ben non, ce que Blade, mais moi, un peu le message, il n'y en a pas, mais le message que je pourrais avoir de Blade, c'est les Américains, ils viennent dans toutes sortes de couleurs. C'est peut-être c'est plus ça. Un Américain noir, ça me choque pas. Non. Ça me choque pas non plus, mais au cinéma, les premiers rôles, les rôles de noirs
qui finissent pas morts à la fin du film. Ben, c'est ça, mais il était rare, même à l'époque. Mais c'était un premier rôle, mais je trouve que c'est juste normal. Mais aujourd'hui, de mon œil d'aujourd'hui, je vois ça normal. Mais à cette époque-là, c'était pas si souvent que ça. Là, non, puis tu sais, je crois que Wesley Snipes surfait un petit peu sur la popularité d'Eddie Murphy. Il avait travaillé quand même les deux ensemble, mais Eddie Murphy a vraiment comme défoncé un plafond de verre justement dans ses premiers rôles donnés aux Noirs. Il n'y en avait pas beaucoup. Avant Eddie Murphy, il y avait Richard Pryor, mais c'était toujours des rôles comiques ou des rôles, tu sais, badass comique, là, si on veut. Wesley Snipes, il joue avec Eddie Murphy dans Coming to America, puis il joue le comic relief, justement, de tout ça. Mais après ça, il s'est comme tourné un peu vers le cinéma d'action. Puis il n'y en a pas beaucoup, tu sais, d'icônes de cinéma d'action noir. Non. À l'époque, puis je dirais même aujourd'hui, il n'y en a pas une tonne non plus. Fait que, tu sais, je trouve ça cool qu'il y en ait un comme ça. Mais, tu sais, il n'est pas de la trempe, je crois, de Black Panther, tant dans la profondeur du personnage, que la complexité du lore. Puis, tu sais, là, on se calait à des choses qu'on connaît, c'est-à-dire des vampires, de l'ail. C'est ça parle pas du tout de race, en fait. Ça non, c'est ça. De vampires. C'est ça, vampire versus humain. Il y a... Stan Lee devait avoir un caméo là-dedans. Ça aurait pu être le premier caméo de Stan Lee. Et ça ne l'a pas été. Sa scène a été coupée au montage, mais il était un des policiers qui arrive après le raid pour nettoyer ou essayer de comprendre. Non, mais pas un concierge, c'est un policier, mais parce qu'il a joué des concierges. Mais c'est ça, tu sais, un de ces policiers là-dedans. Je pense que son premier caméo va être dans Spider-Man. À moins qu'il soit dans les X-Men, je me souviens plus. On va le savoir assez vite. C'est souvent aussi considéré le film. Là, je mets un certain grain de sel, mais comme le film qui a relancé les films de super-héros. Je mets un grain de sel parce que, oui, c'est le premier. Après ça, il va y avoir X-Men. Après ça, il va y avoir Spider-Man et tout ça. Mais il y avait... En fait, c'est parce que l'année d'avant, il y avait le flop Batman et Robin avec George Clooney, Arnold Schwarzenegger. En tout cas, un film qui se peut pas puis qui est dégueulasse. Mais tu sais, avant ça, il y avait même si le troisième Batman est un peu mal aimé, il y avait quand même 3 bons films de Batman assez populaires, mais c'était pas mal les seuls films de super-héros qu'il y avait. Il y avait juste Batman. Mais il y avait un essoufflement, non? Il n'y avait pas un essoufflement. Il y avait des mauvais choix artistiques. T'sais, les 2 premiers Batman de Tim Burton, c'est Tim Burton qui les faisait. Il y a une vision particulière, c'est gothique, mais ça se peut, expressionnisme allemand, des affaires de même, des jeux d'ombre. C'était très artistique. Dans le troisième, on a voulu garder cette essence-là, mais c'est le réalisateur Joel Schumacher qui a repris ça, qui lui venait plus du cinéma d'action. Il était comme trop entre 2 chaises. C'était comme, il faut que je fasse un peu comme les autres d'avant, mais en même temps, j'essaie de faire de quoi de nouveau. Fait que le troisième était pas si pire. Mais là, le quatrième, il a fait, OK, je vais arrêter de faire ce qu'on faisait avant, puis je vais faire moi. Puis ça a donné Batman et Robin. Fait que ça a fini là assez vite. Mais c'est ça, en 97, ça a été un semi-flop. Là, c'est pour ça que je mets un grain de sel sur comme... le super-héros est mort, là, c'est l'année d'avant. Là, on s'entend, il n'y a pas eu beaucoup de recul nécessairement. Non. Mais après Blade, il y a eu des films de super-héros quasiment à chaque année. Puis, mine de rien, ça part un peu du succès que ce film-là a eu. Puis après ça, de la qualité des autres films aussi qu'il y a eu, X-Men, Spider-Man, c'est vraiment des films de qualité. Sinon, David Fincher, le réalisateur de Seven, de Social Network, de Fight Club, était attaché au projet, puis il a même contribué au scénario aussi avec David S. Goyer. Puis finalement, il s'en est comme détaché un petit peu, mais c'est quand même assez intéressant parce que il ne vient pas de l'univers nécessairement des super-héros, même s'il avait fait Alien 3, là, qui c'est pas un univers de super-héros, mais plus divertissement populaire, là, si on veut. Mais il a participé, c'est ça, un petit peu à tout ça. Mais finalement, il s'en est détaché. Puis j'ai un dernier petit fun fact avant qu'on passe à notre système de rating. C'est New Line qui produit le film. New Line qui va être acheté par Warner, et Warner qui possède DC. Donc, c'est essentiellement... presque, pas un DC, mais en tout cas, c'est un Marvel qui appartient à DC. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est pas ça qui a mis Marvel sur la map nécessairement parce que les gens savaient même pas que c'était un comic à la base. J'ai même pas vu le logo de Marvel. Non, ils l'ont pas mis. Je pense qu'ils ont écrit que c'est based on the comics, whatever, Marvel. Mais non, ils l'ont pas brandé comme ça, ce qui va changer dans le prochain film. Mais bon, on se garde ça pour la conclusion. On s'en va dans notre, pas rating, mais dans notre attribution de popcorn. Dans quelques instants, vous êtes au Popcorn de l'infini sur les ondes de CFAC 88.3 FM.
Vous êtes de retour au Popcorn de l'infini et c'est maintenant le moment fatidique, véridique d'attribuer ces fameux Popcorn de l'infini à Blade. Donc, rappelle-nous un peu les 6 catégories. Dans le fond, on a l'espace, qui est le popcorn de l'espace, qui est l'importance avec le MCU. On a le popcorn de la réalité, qui est le réalisme du récit. On a le popcorn du pouvoir, la qualité des scènes d'action et les effets spéciaux. On a le popcorn de l'âme, le respect de l'âme du matériel source, ou le comic accuracy en bon français. Ouais. Puis on a le popcorn de l'esprit, le fun factor, est-ce qu'on a eu du fun, est-ce que c'est un bon scénario, et le popcorn du temps, finalement. Est-ce que le film est intemporel, est-ce qu'on va en garder un bon souvenir. Donc on va commencer avec le popcorn de l'espace. Est-ce que ce film-là, selon toi, a une importance avec le MCU? Absolument pas. Non, absolument pas. Mis à part le semi-caméo de Blade dans Deadpool et Wolverine, je pense pas. Puis même là, tu sais, il joue pas, il joue comme le 4e moins intéressant des 4 qui apparaissent. Là. Il y a Gambit qui a pas rapport. Là, mais... les gens ont pas, je pense, applaudi pour tant que ça pour non. Blade. C'était plus une drôle de joke, là, surtout à cause du film aussi qui a de la misère à se mettre en branle. Là, oui, c'est ça. Peut-être qu'on va le revoir éventuellement, qui va avoir une plus grande importance, mais pour l'instant, pas de popcorn. Ça prendrait des effets sonores genre... je vais les rajouter au montage. Ouais, c'est ça. Pour le popcorn de la réalité, est-ce que le récit est réaliste selon toi? J'ai le goût de dire non. Mais en même temps, tu sais, c'est parce que réaliste. On a essayé de rationaliser ce qu'on voyait. Est-ce que ça le réussit? Ben, peut-être à moitié, mettons. Je serais prêt peut-être à donner une moitié, mais juste parce que, oui, c'est sûr que si on accepte le fait que ça existe, des vampires dans ce lore-là, oui, mais c'est pas ça qui m'arrête. C'est vraiment ce que tu as dit même un peu plus tôt. C'est comme personne s'en rend compte un petit peu de tout ça. Puis... Selon moi, pour ce popcorn-là, il perd juste à cause de ça. Ouais, ben c'est ça. Juste à cause de ça qu'on... Comment tu peux ne pas t'en rendre compte? D'autant plus que, clairement, il y a des humains non-vampires qui savent que ça existe. Fait que ça va finir par fuiter. C'est comme toutes les théories du complot qu'ils pensent que... pas dans le Daily Bugle. Là, ouais, c'est ça. C'est comme, toutes les complotistes sont il y a des sociétés secrètes. Non, on n'est pas... Les humains sont pas capables de garder un secret. Il n'y a aucune chance qu'on garde une société secrète. Là. Fait que c'est non. Dans les années 90, déjà, les médias étaient là. Ouais. Popcorn du pouvoir. Donc, il n'y a pas le popcorn de la réalité. Là. Non. Popcorn du pouvoir, qualité des scènes d'action, effets spéciaux. Moi, je vais y dire oui. Toi, tu y dis non? Moi, j'y ai mis un grand point d'interrogation. Ouais. Parce que oui, mais les effets spéciaux ont très mal vieilli, mais pour l'époque. Je trouve pas qu'ils n'ont pas si mal vieilli, mais tu sais, je pense que ce qui juste joue... quand le monde explose, là, je trouve ça. Ouais, mais en même temps, tu sais, je trouve que vu qu'il y a quand même beaucoup d'arts martiaux, de combats à l'écran, tu sais, ça fait que c'est moins CGI ou, tu sais, oui, il y a du gunfight aussi, là, mais tu sais, je trouve que c'est ça, tu sais, juste... Moi, même la scène finale, la confrontation finale, je ne l'ai pas détestée. Il n'y avait pas une tonne de scènes d'action, par contre, mais il y avait les scènes d'action qui étaient là étaient efficaces, à mon sens. On peut peut-être y donner un demi-popcorn si tu te sens pas confortable. Mais je pense que j'en donnerais un complet. Ah oui? Je pense que oui. Je pense que j'en donnerais un complet. Mais honnêtement, les personnes qui explosent, c'est arrivé un peu trop souvent, mais... Non, on va laisser ça au complet. Au complet, ok, on lui donne bon. le popcorn. Ça risque d'être son seul, là, peut-être. Non, on va voir, poursuis. Un de ses seuls. Ouais. Au niveau de l'âme, du respect de l'âme du matériel source, le comic accuracy, en fait, comme je disais, ils ont modifié les comics pour s'adapter au film, ce qui est un impact fort d'un film, mais je peux pas dire que ça respecte. Ils ont fait des bonnes modifications, mais c'est ça, c'est pas comic accurate. Ils ont fait les bonnes modifications ou les modifications qu'il fallait qu'ils fassent pour que ça fonctionne, mais ils ont pas le popcorn. Non. Ils n'ont pas le popcorn de l'âme. Ils ont-tu le popcorn de l'esprit, donc le fun factor? Ouais, peut-être. Là, c'est peut-être l'autre que... Ouais, c'est ça. J'ai eu du fun à regarder, à regarder Blade. T'aimes pas ça que les gens meurent, mais t'as du fun à les regarder mourir pareil.
Ben oui. C'est correct, ça me satisfait. Fait que, ouais, Fun Oui. Factor, il est là, c'est parfait. Parfait. Puis le popcorn du temps. Ben, C'est un film qui est intemporel. intemporel, pas tant. Mais je vais dire non, juste parce que je l'ai vu il y a à peu près une semaine, puis j'en garde pas beaucoup de souvenirs. Fait que, si je m'en souviens pas une semaine après, très peu de chance, je m'en souviens 5 ans après. 10 ans. Puis je Moi, pense je que donnerais pas non plus. je pense que les scènes, il y a certaines scènes là, qui me gardent en tête. Je pense honnêtement, c'est parce que quand j'étais jeune, ça jouait tout le temps à télé, puis que j'ai dû le voir au moins 6-7 fois. Là. Je pense que c'est surtout pour ça, et plus pour son. Pas pour son aspect mémorable ou marquant. Je pense que laisser sa marque, il était marquant Ouais. en général, mais est-ce que le film est marquant ou comme le personnage ou Ouais. certaines décisions qui ont été prises? Ouais. Mais moi je Je donnerais pas. Non, Non, c'est ça. c'est ça. Je donnerais pas le popcorn du temps. Donc, Ça fait 2 popcorns sur 6 quand même. T'as peu. On a 4 popcorn. On a le fun pouvoir. factor puis la qualité des scènes d'action qu'on a donné finalement. Oui. Donc, le popcorn de l'esprit Ouais. puis le popcorn du pouvoir. Donc, c'est ces 2 popcorns qu'on lui a donnés. Et c'est ça, 2 popcorn sur 6. Bon, comme Howard, non, pas Howard, je pense qu'il en avait 2.5. Howard, c'est 2.5. Mais c'est pas un rating. Non, c'est ça, c'est pas un rating, c'est juste des accomplissements. Donc voilà, c'était notre tour d'horizon de Blade. Dans le prochain épisode, mais on va s'intéresser, je dirais enfin, c'était bon Blade, là, mais là c'est un vrai bon film selon moi, qui à mon souvenir a peut-être mal vieilli là, au niveau de ses effets spéciaux, mais c'est le premier X-Men, donc de 2000, fait qu'avec notre fameux Wolverine, hein, qui est le seul qui est encore un peu canon dans l'univers. Je là. pense que je l'ai pas vu. Non, tu l'as jamais vu? Je pense Lui, que- je l'ai vu souvent. Quand j'étais jeune, là, ça a fait un gros buzz. Là, Je suis né après. Ouais, je sais. Mais lui, là, la trilogie, le 1 et le 2, au moins, là, sont vraiment très, très bons. Le 3, un peu moins, mais en tout cas, j'étais trop jeune pour pouvoir m'en dissocier. Mais vraiment, c'est ça. Là, on commence à rentrer dans du gros stock. Ça va être X-Men, Blade 2 et Spider-Man back-à-back. Lui, je Fait l'ai que, c'est ça. Fait que ça doit être du gros stock. Écoute, David, merci beaucoup pour cet épisode. C'était l'épisode 2 de Popcorn de l'Infini qui s'intéressait à Blade. On se revoit dans un prochain épisode. Salut!